on poursuit cette discussion de marché en plateau avec Benoît Vesco, que j'accueille à présent, le directeur des investissements de Mescart Asset Management. Benoît, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. Merci d'être avec nous. On va parler du grand plan pour 2021, la stratégie d'investissement évidemment et les axes que vous privilégiez aujourd'hui chez Mescart Asset Management. Mais votre sentiment de marché, c'est vrai qu'on a terminé l'année avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'allégresse. Le vaccin, l'élection de Biden, finalement, à laquelle on a trouvé plutôt des avantages au final. Que reste-t-il de ces espoirs déjà après une première semaine et une deuxième semaine entamée en 2021, Benoît? Oui, tout à fait. Alors effectivement, vous avez raison, on a une vision plutôt très positive de 2021, à la mesure de ce qu'on vient de dire tout à l'heure, des plans de relance extrêmement forts de la part des gouvernements, avec en amont un travail des banques centrales qui avait aussi été très volontaire. Donc tous ces éléments-là vont constituer toujours des soutiens très forts pour la croissance en 2021. Donc de ce côté-là, une vision positive, notamment sur les marchés actions en particulier, puisque tous les ingrédients sont là. Après, il est clair que les marchés se sont réjouis à juste titre de l'arrivée des vaccins et rassurés peut-être un peu trop vite, en anticipant peut-être un peu trop vite la résolution de cette crise sanitaire. Bon, de toute façon, on sait que maintenant les vaccins sont là et que c'est une question de temps. On a une espèce de course, malheureusement, entre la diffusion du virus de par le monde qui continue malheureusement, et puis cette arrivée des vaccins que l'on juge trop lente parfois, mais qui est en train de se mettre en place. Donc c'est cette course-là qui va jouer sur le timing et qui sera peut-être là où on va devoir créer et gérer les portefeuilles au plus fin, puisque on voit bien qu'un retour à la normale refavorise un certain nombre de valeurs qui avaient été vraiment mises de côté pendant la crise l'année dernière, beaucoup plus classiques, industrielles, cycliques, qui avaient été mises de côté. Si les bonnes nouvelles arrivaient plus vite, elles pourraient revenir sur le devant de la scène. Elles l'ont été un peu en fin d'année dernière, notamment à l'annonce de Pfizer. Bien entendu, ce mouvement-là se met un petit peu de côté, mais on voit bien que la construction du portefeuille dépendra de ce timing de la crise sanitaire qui n'est pas simple, évidemment, à voir. Et de ce côté-là, notre travail aussi, c'est de prendre un peu de recul, reprendre les enseignements de cette crise et réfléchir à ce que nous a dit cette crise. Et elle a mis en avant un certain nombre de facteurs qui sont essentiels. Qu'est-ce que nous dit cette crise? Elle nous dit que l'impact du climat est une notion à prendre en compte maintenant de manière systématique dans nos investissements, que la préservation de l'environnement, que la primauté de la santé sur l'économie est un facteur qui semble maintenant évident, mais qui ne l'était plus, qui était mis de côté, que les impacts sociaux sont des sujets. On le voit dans toutes les crises que l'on vit aux États-Unis, mais en France, en Europe. L'impact social est un sujet, et c'est cette grille de lecture que l'on va utiliser pour sélectionner les entreprises. Et c'est bien les entreprises qui font face à ces enjeux, qui en apportent des solutions, ou qui les intègrent dans leur business model, qu'il va falloir que l'on intègre dans notre portefeuille. C'est intéressant, cette grille de lecture ESG, alors qui devient un prérequis pour vos métiers aujourd'hui, Benoît. Est-ce qu'elle crée des déformations dans le marché dont il faut peut-être se méfier? C'est-à-dire qu'on a l'impression que sur certaines thématiques, vous avez cité le climat, beaucoup alertent sur le niveau de valorisation atteint par des pure players de la transition climatique, de la transition énergétique, y compris des gérants ISR qui sont à fond pour, bien sûr, Benoît. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ces tendances séculaires ou dans cette manière d'analyser le marché, est-ce que beaucoup n'a pas déjà été investi, surjoué, intégré par les investisseurs? Alors, vous avez raison, dans les marchés, comme toujours, il y a toujours des exagérations. Et donc, il faut toujours garder un peu la tête froide sur ces sujets-là. Mais il faut bien utiliser cette grille-là. Elle est beaucoup plus générale, en fait, que ce qu'on pense. C'est-à-dire que c'est pas juste investir dans une valeur qui travaille dans l'éolien ou autre. C'est réfléchir de manière transverse sur l'ensemble des secteurs, puisque toutes les sociétés vont être impactées. Et là, ça nous permet d'évacuer ce sujet de valorisation, parce qu'il y a clairement des excès, bien sûr. Il y en aura toujours, c'est normal. Oui, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus essayer de jouer ces moments-là, ces momentum-là dans les portefeuilles, mais il faut analyser les entreprises sur ce critère-là, qui est un critère, en fait, quelque part, c'est un nouveau cycle de croissance devant nous pour les années à venir, de la même manière qu'on a, malheureusement, peut-être en Europe, raté un peu le cycle précédent qui a vu émerger ces géants mondiaux des réseaux sociaux, d'Internet et autres. On a maintenant devant nous un nouveau cycle de croissance sur une nouvelle thématique, et c'est ce sujet-là, et qui rebat les cartes d'ailleurs au niveau géographique probablement, donc qui peut être intéressant pour l'Europe, puisqu'on voit que l'Europe a bien ciblé ces enjeux-là. Mais vous dites il faut que cette grille d'analyse aujourd'hui soit
beaucoup plus inclusive peut-être. Il y a une première étape qui était marquée par l'exclusion de certains secteurs, de certains acteurs à travers l'analyse ESG, la gestion ISR. Vous dites aujourd'hui vient le temps quand même d'une approche plus inclusive. Oui. Alors, qui regarde d'autres secteurs également. Il y a les deux sujets. Il y a les sociétés qui apportent des solutions face à cet environnement nouveau. Ouais. Et ça, bien sûr, on va trouver des pépites. D'ailleurs, ça nous permet aussi d'aborder et de s'affranchir du débat large cap, grande capitalisation, petite capitalisation, parce qu'on va retrouver dans les petites valeurs des pépites sur ces sujets-là. Donc ça, c'est très bien. Et puis ensuite, on voit bien que ce sujet-là, il est général. Et que donc, aussi bien dans les valeurs, on va dire traditionnelles, on va trouver des entreprises qui ont bien compris ces enjeux-là et sur lesquels on peut tout à fait aller jouer. Et donc, là aussi, on s'affranchit du sujet cyclique versus défensive. On va vraiment raisonner sur les thématiques de demain. Ça, voilà, j'allais dire, c'est les tendances séculaires qui vont porter le nouveau cycle d'investissement, en tout cas la nouvelle décennie d'investissement qu'on entame cette année, Benoît. Si je vous ramène à des choses beaucoup plus conjoncturelles, plus cycliques peut-être, plus immédiates, quels vont être pour vous les grands déterminants de marché là, pour les prochains mois, pour cette année 2021 ? On parle beaucoup du niveau des taux, du risque d'inflation. Comment vous regardez ces sujets ? Et est-ce que vous avez déjà pris un parti d'une certaine manière ou est-ce que les choses sont encore molles dans les portefeuilles, pas figées ? Alors, elles sont en tout cas plus équilibrées dans nos portefeuilles qu'elles ne l'étaient l'année dernière, puisqu'on voit bien de toute façon que ce retour à la normale tant espéré est en train de se mettre en place, de se dessiner. À quel timing, on ne l'a pas encore, mais il est en train de se dessiner. Donc, des portefeuilles plus équilibrés au niveau géographique, on l'a dit tout à l'heure, au niveau des thématiques sur les marchés actions, aussi au niveau obligataire, vous le disiez tout à l'heure, on s'inquiète des risques de hausse de taux, des risques d'inflation. J'aurais tendance à vous dire, mais heureusement, ça veut dire qu'on revient vers quelque chose de normal. En 2020, on s'inquiétait d'un risque de déflation. Eh bien, on a quelque part un espèce d'effet de base. Ce risque inflation, il est juste le retour d'une économie qui fonctionne normalement. Oui, j'allais dire, on s'en inquiète. Enfin, le seul endroit où on s'en inquiète, c'est dans les marchés, Benoît. Tout à fait. Effectivement. Tout à fait. Pour le reste, pour l'économie réelle, ce serait une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Mais les marchés doivent s'en inquiéter ou pas ? Alors, on pense plutôt que c'est une bonne nouvelle aussi pour les marchés. Ce serait, oui, ça peut être aussi tourné comme une bonne nouvelle pour les investisseurs. Bien sûr, puisque ça veut dire que c'est une économie qui fonctionne normalement et c'est une bonne chose pour tout le monde. Ouais. Alors, et bien entendu, ça amène à des arbitrages de portefeuille puisque peut-être que les champions d'hier pendant la crise ne seront plus les champions de demain. Ça, vous avez tout à fait raison. Mais c'est aussi une bonne nouvelle pour les marchés obligataires. On s'inquiète de la hausse de l'inflation, de la hausse des taux. Naturellement, sur les marchés obligataires, c'est là encore une bonne nouvelle. Avoir des marchés obligataires avec des rendements un peu plus élevés, au final, pour un investisseur, c'est une bonne chose. Ouais. Sur le volet politique, je ne sais pas ce que vous attendez de l'administration Biden. Bon, marché politique, c'est pas forcément le grand amour généralement, mais c'est vrai que là, il y a une attention particulière qui est portée sur la mise en place de cette nouvelle administration après l'ère Trump. Est-ce que vous attendez un signal politique particulier ? Alors, on va être très pragmatique face à ces risques politiques, bien sûr. Ce qu'on constate déjà, c'est qu'on a en face de nous un gouvernement qui va investir. Ça, c'est une première étape, avec un plan de relance budgétaire volontaire. Donc ça, c'est un bon point. Alors, c'est plutôt un bon point pour la consommation, mais probablement que 2021 sera aussi une année sur laquelle il faudra s'appuyer sur la consommation intérieure en Europe, aux États-Unis, en Chine. On voit bien qu'on ne reviendra pas en arrière de ce qui a été pris comme décision en termes de guerre commerciale, par exemple. Je crois que malheureusement, ça, il faut le mettre de côté. Par contre, de tous les côtés, que ce soit aux États-Unis, mais aussi dans nos pays, on voit bien que ces plans de relance sont très volontaires et c'est plutôt une bonne chose pour la consommation. On verra, on a toujours cette inquiétude quand un gouvernement démocrate a les pleins pouvoirs, les marchés aiment bien que ce soit partagé. Là, il a les pleins pouvoirs, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose en termes de relance. Ça peut inquiéter sur la thématique de la hausse des impôts. Là encore, je serais assez... je préférerais attendre et pas m'inquiéter outre mesure, puisqu'en fait, on a sûrement en face de nous des gens là aussi qui ont vécu une crise et qui n'ont aucune envie et aucun intérêt de mettre à mal tous les efforts budgétaires qui ont été mis en œuvre par des hausses d'impôts intempestives ou trop rapides. Bon, sur les grands axes d'investissement, donc positif, constructif sur les actions, vous dites effectivement, on verra en fonction de l'évolution sanitaire quelle proportion de cycle on peut remettre dans les portefeuilles. Sur la partie crédit, vous en avez dit un mot, Benoît. Là aussi, vous êtes plutôt constructif. Ça veut dire qu'en termes de défauts,
pour ce qui est mesuré par le marché, en tout cas, le pire est derrière nous. Beaucoup s'inquiètent quand même d'avoir peut-être un temps de décalage entre le moment de la crise, avec des politiques de soutien, des parapluies ici et là, qui n'aurait fait que reporter finalement les moments douloureux pour certaines entreprises. Alors vous avez raison, ça peut être une inquiétude. Ce qu'on constate dans les marchés, et c'est la conséquence de tous ces soutiens massifs au niveau banque centrale et au niveau gouvernementaux qui ont été très importants. Et quand on constate la situation des entreprises sur les marchés obligataires et notamment ce qu'on appelle les taux de défaut, les niveaux de faillite, ils sont relativement faibles. Relativement faibles quand je compare par exemple avec une crise 2008, qui était d'une même ampleur, pas du tout du même type, mais d'une même ampleur. On voit que les taux de défaut sont plus faibles. Et c'est vraiment effectivement la traduction concrète de ces soutiens. Et là, notre sentiment, il est plutôt assez positif sur le marché du crédit. Je mettrai de côté le marché des obligations d'État, puisqu'on voit bien quand même que les rendements sont très faibles, qu'on va vers des hausses de taux. Donc, peu d'intérêt. Du côté du marché crédit, on voit que les taux de défaut sont relativement modérés, sont en train déjà probablement de baisser, que les rendements sont plus favorables, que les entreprises, dans les crises passées, je reprends l'exemple de 2008, ont toujours été très réactives, ont su bien gérer leur bilan. Et donc là, il y a des choses intéressantes à faire dans les portefeuilles, il y a des investissements à faire. Il faudra, mais c'est la réalité du marché obligataire de ces dernières années, être très réactif. On n'achète plus une obligation pour 5-10 ans. Pour le rendement. On achète, pour le rendement, on achète une obligation pour son dynamisme et son potentiel de plus-value et on est capable de prendre nos profits et de réajuster les portefeuilles de manière très réactive. Et ça fait partie des enseignements de ces dernières années. Un mot pour finir peut-être des émergents et plus spécifiquement de la Chine ou de la zone chinoise en Asie. Benoît, beaucoup estiment que la Chine est la grande gagnante de cette crise d'une certaine manière. Est-ce que ça veut dire que dans les investissements que vous réalisez pour le compte de vos clients, est-ce que la Chine, l'exposition à la thématique chinoise, asiatique a une place structurellement plus importante ? En tout cas, vous le dites, vous avez tout à fait raison, elle le confirme, cette place. Elle l'avait déjà économiquement et clairement, elle le confirme. Et on voit bien que cette consommation intérieure en Chine, elle est de plus en plus présente et elle consolide la croissance chinoise. Ça ne veut pas dire que la Chine n'a pas des enjeux forts, elle aussi, comme nous. Alors, on les voit moins, on a moins d'informations parfois, mais elle a aussi des enjeux. Mais clairement, on a des grandes zones. La Chine en fait de manière évidemment partie. Et c'est une zone de croissance forte qui tirera la croissance mondiale en 2021. Merci beaucoup Benoît. Merci de nous avoir apporté votre analyse de début d'année pour Mescart Asset Management. Benoît Vesco qui était à mes côtés, le directeur des investissements de Mescart AM, avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition de midi 30 précisément. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.